Nous en sommes à la dernière séance de nos travaux et nous allons avoir également quelqu'un qui s'est rendu très méritoire dans l'histoire comparative du droit, professeur Luigi Lacche de l'Université de Macerata, qui parmi ses nombreuses fonctions, travaux, pas seulement en Italie mais également en France et ailleurs, est aussi l'éditeur principal d'une revue sur l'histoire constitutionnelle dans une perspective comparée, qui est une revue que je ne peux que recommander à tout le monde qui s'intéresse à l'histoire constitutionnelle, parce qu'on a là, sur une très longue durée, un ensemble, une somme cumulative, quand on regarde tous les fascicules qui sont déjà parus depuis le début, d'une véritable recherche, d'une réflexion continue sur l'histoire constitutionnelle comparée, qui est véritablement tout à fait nécessaire, d'autant plus que le droit constitutionnel a traditionnellement, dans le passé, souvent été vu comme une discipline qui était avant tout nationale, mais nous, de plus en plus, on conçoit que là aussi, l'approche comparative est absolument nécessaire. Et c'est justement sur ce sujet qu'il va nous parler maintenant. Je vous remercie. Merci Hélène, merci pour l'invitation. Je suis vraiment heureux d'être ici. Quelques mots sur la comparative legal history. On a parlé il y a quelques minutes. Je voudrais simplement dire que l'histoire comparative met l'accent sur, d'un côté, les désirs, mais je crois les besoins de dépasser la dimension nationale, sinon nationaliste, comme on disait, du droit, donc d'aller au-delà du risque assez pressant d'une sorte de ségrégation géographique de l'histoire du droit. Et commencer, un des objectifs de cette perspective est de favoriser la recherche historico-comparative entre deux ou plusieurs traditions juridiques. On a dit, notre ami et collègue professeur Aniceto Masferrer, il y a un parcours depuis des années pour réfléchir au mieux au niveau international sur cette perspective, avec une société, avec une revue. Donc, je crois que c'est une bonne façon pour réfléchir ensemble sur les possibilités de l'histoire comparative du droit. Je voudrais me limiter, évidemment, à souligner simplement quelques aspects. D'un côté, on sent de plus en plus les besoins de placer le jet des recherches, qui soit national, local, particulier, dans un contexte plus large, transnational. La comparative legal history normalement a été vue comme une expérience culturelle, une pratique méthodologique qui permet de s'orienter mieux vers la dimension multidisciplinaire. Ce matin, on parlait des différentes idées, des différents conseils du droit, donc de la multinormativité. Et je crois que nous pouvons aborder la multinormativité si nous avons pleinement conscience de cette approche. Et enfin, une perception plus profonde, renouvelée des relations entre le temps et l'espace. Pietro Costa, dans un article publié l'année passée, a parlé de spatial turn. Il a posé en forme de questions et il se demande
comment cette conscience renforcée des coordonnées du temps et de l'espace, de cette spatio-temporalité, peut-elle affiner les instruments des connaissances de l'historien. Donc, je voudrais placer les champs de l'histoire constitutionnelle comparative à l'intérieur de ce débat. L'histoire constitutionnelle considérée en tant qu'espace des communications peut nous aider à réfléchir sur les thèmes qui, en même temps, sur les problèmes de la formation et de l'existence d'une culture juridique européenne. Et donc, je voudrais poser des questions. La première, c'est quelle est la relation entre les traditions juridiques, leurs racines nationales et la perspective d'aller au-delà des particularismes, donc les titres de notre colloque. Et l'autre question, c'est l'histoire comparative du droit permet-elle de reconnaître dans la longue durée des fondements partagés de normativité qui s'avèrent nécessaires pour assurer que cette confrontation puisse se réaliser? Peut-être qu'il n'y a pas un autre terrain de recherche de l'histoire du droit à partir duquel on a si largement évoqué les conseils de tradition juridique comme dans les dernières décennies. D'un côté, je me réfère à la construction de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qui a fondé l'argument des traditions constitutionnelles communes aux États membres à partir surtout de la fin des années 60, c'est-à-dire quand la communauté européenne a commencé à être assimilée à une communauté des droits. Donc, avec des arrêts, l'arrêt Stauder en 1969, l'arrêt international Handelsgesellschaft, et à partir donc de ces moments, que la Cour Luxembourg, a créé par voie prétorienne un catalogue des droits fondamentaux qui sont garantis de l'ordre juridique en tant que principes généraux du droit communautaire. Il s'agit des droits fondamentaux prévus par les constitutions nationales ou par la Convention européenne des droits de l'homme. Et cette technique a été maintenue même après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et par conséquent de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces traditions constitutionnelles communes ont été fondées surtout sur la base du constitutionnalisme de troisième génération, donc à partir de l'après-guerre. Elles témoignent de la dialectique et du problème de l'intégration, mais en même temps des tensions, des conflits entre les niveaux européens communs et les réalités nationales. Elles sont une construction pour mettre en évidence l'idée d'une culture constitutionnelle partagée et continuellement reconstituée au niveau européen. De l'autre côté, je dirais qu'il y a un autre niveau de réflexion. Ce n'est pas simplement un discours pratique en tant que jurisprudentiel et rhétorique sur les traditions communes aux États membres, mais il y a aussi un discours sur l'idée du patrimoine, d'un héritage. Dans la déclaration de Laeken, signée en décembre 2001, il y a un passage bien connu, on peut le lire ensemble. L'Europe, continent de valeurs humanistes, de la Magna Carta, du Bill of Rights, de la Révolution française et de la chute du mur de Berlin. Le continent de la liberté, de la solidarité, de la diversité, surtout, ce qui implique le respect de la langue, des traditions, de la culture d'autrui,
la seule frontière que trace l'Union européenne est celle de la démocratie et des droits de l'homme. L'Union n'est ouverte que pays qui respectent des valeurs fondamentales telles que des élections libres, le respect des minorités et l'état des droits. Nous sommes en 2001 et la déclaration de Laeken, c'est la base pour arriver à la Convention européenne et pour imaginer un autre passage de l'histoire du processus de constitutionnalisation européenne. Depuis les années 80, un historien espagnol, Francisco Tomás y Valiente, historien du droit, mais aussi président du tribunal constitutionnel espagnol, tragiquement assassiné en 1996 par l'État, parlait, je cite Tomás y Valiente, d'un droit commun du constitutionnalisme, continuation de la tradition européenne du jus commune. La tradition juridique d'origine médiévale étant désormais en crise pendant le XVIIe siècle, en raison de son incapacité à l'évolution constitutionnelle. Et un nouveau jus commune, fondé sur l'idée des constitutions et des constitutionnalismes, a commencé à prendre forme. L'idée évoquée par Francisco Tomás y Valiente d'un droit commun du constitutionnalisme, continuation d'une tradition du jus commune, c'est quelque chose de nouveau par rapport à une idée de l'après-guerre, c'est-à-dire d'imaginer des possibilités de trouver une base commune en regardant au passé, en regardant à la plateforme du droit romain, des autres traditions. Je cite Paul Cochaquet, mais évidemment, il y a bien des grands historiens de l'après-guerre, Francesco Calasso, et puis Franz Viaker, Helmut Koing, et bien d'autres, en différents pays, qui ont pensé, qui ont imaginé une idée d'Europe qui venait, en quelquefois, du passé en tant qu'expérience constitutive. Tomás y Valiente souligne mis l'accent plutôt sur ce qu'il appelle un droit commun du constitutionnalisme. Donc, il y a cette réflexion sur les traditions en tant que pont entre les passés et les futurs, d'un côté dans le sens, je dirais, de Martin Krieger, c'est-à-dire l'idée de la tradition en tant que power of the past in the present, les pouvoirs du passé dans le présent. Mais je dirais aussi le contraire. Il y a un autre mouvement, c'est-à-dire les pouvoirs du présent par rapport au passé. Et donc, ces processus dont on a parlé a besoin de la profondité, je dirais, de la complexité de l'expérience constitutionnelle considérée dans les contextes historiques. Il y a un espace important, utile, pour l'histoire constitutionnelle en tant que telle, et en particulier par l'histoire constitutionnelle comparative. Donc, je crois que l'historien du droit devrait être plutôt une conscience critique, un agent de la complexité. Et donc, l'historien du droit devrait poser les problèmes de ce que ça veut dire parler d'un patrimoine constitutionnel commun, des traditions constitutionnelles communes, que ces traditions ne peuvent pas être vues nécessairement comme les télos, les buts inexorables de l'histoire européenne du droit. Il s'agit de phénomènes des dernières décennies qui doivent être à leur tour historicisés et donc
bien contextualisée. Je crois qu'il ne faut pas oublier, évidemment, la dimension nationale, locale. On a parlé de particularisme, c'est-à-dire spécifique à un lieu et un contexte historique. Cette dimension qui, enfin, c'est aussi l'idée de la contingence dont on a parlé ce matin, est déterminée dans la plupart des cas par des luttes, des tensions, des conflits, des mouvements, quelquefois des révolutions, des changements spécifiques. Et chaque Verfassungsbedarf, chaque condition constitutionnelle est déterminée historiquement. Dans ce sens-là, l'histoire constitutionnelle est irréductiblement liée aux contextes nationaux et à ce niveau à l'ambition d'être une histoire totale. Quelquefois, j'utilise l'image et la métaphore du politique du Moyen-Âge, hein, de cette, je dirais, forme classique du Moyen-Âge, pour essayer d'expliquer à mes étudiants ce que je pense puisse être l'histoire constitutionnelle. Comme dans un politique, il y a au centre, dans l'icône, il y a normalement la majesté, il y a Jésus-Christ hein, avec sa mère, et autour, il y a bien d'images, hein, des sons, mais pas simplement des sons, ça dépend, ça c'est un politique de Simone Martini, mais il y en a évidemment beaucoup en toute Europe. Et alors, je crois que l'histoire constitutionnelle, ça peut être un peu mis en comparaison avec un politique. Donc, on centre l'idée ou les idées, différentes visions du phénomène constitutionnel et autour les forces, les différentes forces, les différents mouvements constituants hein, qui déterminent l'évolution constitutionnelle d'une société. Et je crois que cette image peut être fascinante par rapport à l'histoire constitutionnelle en tant que telle, mais plus encore par rapport à une idée d'histoire constitutionnelle comparative. C'est un peu quand se passe rarement, mais quelquefois, il y a de grands politiques dispersés qui se trouvent de différents partis en différents musées. Donc, chaque parcelle, chaque parti autonome a une autonomie. On peut voir chaque élément dans une autonomie. Mais si un des musées qui a peut-être une partie du politique décide de faire une exposition avec les prêts de tous les autres parcelles dispersées suivant dans bien des musées de le monde, et nous avons la possibilité de revoir ensemble les politiques. Donc l'autonomie des partis devient quelque chose de plus vaste et nous permet de comprendre un peu mieux le tout. Donc je pense que l'histoire constitutionnelle peut nous aider en cette direction donc de développer une vision politique, hein, je dirais. Ce que j'essaye de faire depuis des années avec la revue Giornale di Storia Costituzionale, puis Journal of Constitutional History, ici les premiers et les derniers numéros du 2016, et aussi dans la pratique des recherches en essayant de voir l'évolution européenne dans une vision comparative aux différents contextes. Je voudrais simplement faire
un exemple, une réflexion finale sur un thème qui, je crois, va intéresser l'histoire constitutionnelle, mais c'est un thème bien plus vaste. C'est au Masferrer à nous proposer une réflexion sur les codes civils en tant que modèle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire parler d'un modèle? Je pense que c'est un des thèmes centraux et je crois qu'ici, l'histoire du droit peut donner une contribution vraiment importante par rapport à une histoire constitutionnelle comparée, quelquefois caractérisée par des idées reçues, par la répétition des idées de l'étang. Et donc, l'usage formel des modèles en tant que cadre normatif donne à penser enfin qu'il y a des phénomènes originaux, des constitutions qui constituent les discours, qui constituent l'idée même de constitution et des constitutions dérivées. Donc, plutôt une idée d'un rapport entre un centre des périphéries, des modèles qui sont modèles parce qu'ils ont un caractère général, universel, et de particularités qui restent en bas. Donc, on dit qu'une constitution a copié tant d'articles, des principes, d'autres textes, d'autres traditions. Mais qu'est-ce que cela veut dire, transposer ou copier des articles ou des textes? On peut faire beaucoup d'exemples. Encore aujourd'hui, on peut lire de références par rapport à la Constitution belge comme un texte qui, au fond, dépendrait de la Révolution de juillet en France, donc de la Charte constitutionnelle de 1830, ou bien de la tradition de la Constitution du Royaume des Pays-Bas, les Grondwet, ou d'autres. Les cas du statut albertain, je les connais mieux, évidemment, et encore aujourd'hui, il y a cette recherche généalogique. Évidemment, la généalogie est importante, c'est quelque chose qu'on doit faire, mais il faut avoir l'essence de la mesure. C'est un des aspects, c'est un élément, évidemment, il faut les considérer. Parce que copier signifie souvent copier, sinon rejeter. Parce qu'il y a évidemment les cas extrêmes, mais entre guillemets, copier, la lettre signifie souvent réinventer, recomposer, reconstruire, et les textes peuvent être déplacés et copiés, mais chaque texte est spécifique, enfin, et original parce que les contextes, les conditions, les temps, le lieu, les auteurs, les dynamiques changeront. Donc, dans une vision ouverte de l'histoire constitutionnelle, je crois qu'on devrait considérer dans les politiques qu'au centre, il y a une idée des constitutions, évidemment une idée qui, dans l'âge de l'époque moderne, va devenir la constitution écrite, mais c'est simplement les débuts. Ce qui est extrêmement important, c'est déplacer l'analyse vers la vie d'un système constitutionnel. Donc, ici,
l'historien des phénomènes constitutionnels, en tant qu'historien de droit, peut contribuer à démystifier. Je crois qu'on a besoin encore d'un travail pour démystifier, pour déconstruire une histoire constitutionnelle souvent caractérisée par des hiérarchies, par des étapes. Et donc, on a peut-être besoin d'un concept plus dynamique, interactif, des développements constitutionnels à travers les textes, les contextes sociaux, les pratiques politiques, l'interprétation constitutionnelle et la communication, les circuits de la communication. La substance constitutionnelle n'est pas fixe parce qu'elle vit à travers les discours, les représentations, les échanges transnationaux d'idées. Donc, saisir d'un côté les phénomènes constitutionnels dans sa dimension locale, particulière, bien déterminée. Par exemple, les statuts albertains de 1848, c'est la constitution qui accompagnait l'histoire italienne pendant un siècle. C'est un acte, formellement, de la volonté souveraine, mais strictement lié au mouvement politique, sociaux de la classe dirigeante piémontaise et surtout lié au processus de nationalisation du Risorgimento en Italie. Cela est fondamental, mais comment on peut saisir la spécificité du statut albertain et de l'expérience complexe qui en suit? On a besoin aussi des catégories qui ont une valeur comparative, qui nous permet de connecter des expériences différentes. Et donc, par exemple, la catégorie des constitutions octroyées, qui a une valeur comparative internationale, peut permettre, par exemple, de mieux tenir compte des éléments structurels communs à bien d'expériences constitutionnelles pendant le XIXe siècle. Les chartes constitutionnelles en France, certaines constitutions en Portugal. Le Portugal, ça veut dire aussi le Brésil. Les constitutions de Fort Merz en Allemagne, les statuts albertains et bien d'autres. Donc, des expériences différentes, mais qui peuvent trouver un élément qui nous permet de réfléchir, de connecter. Donc, nous passerons de l'observation d'un seul arbre à la forêt. Et alors, se rend compte que ces expériences nationales ont en commun des thèmes clés. Donc, peut-être on comprend mieux le constitutionnalisme monarchique, qui n'est pas nécessairement un concept faible, une sorte de parenthèse, interposé entre les deux temps forts des révolutions du XVIIe et XVIIIe siècle, et de l'autre côté, des destinées inexorables du constitutionnalisme démocratique au XXe siècle. Et à ce niveau, les statuts albertains donc, deviennent partie d'un laboratoire dans lequel nous pouvons observer bien des phénomènes. Et donc, nous pouvons voir dans les pratiques concrètes que les développements constitutionnels et les processus de parlementarisation ne sont pas linéaires du tout. Cela nous permet de réfléchir au niveau européen, dans ce cas, et pas simplement national, sur les différentes possibilités de relations entre les constitutions et le nation building processes.
les différentes articulations du rapport entre la souveraineté du peuple et les conseils de la souveraineté nationale, les différentes formes de monarchie constitutionnelle, les différentes formes d'État légal, etc. Donc, pour terminer, je voudrais citer cette phrase de Michael Stolleis. We definitely can say that the times of national constitutional histories are over. Évidemment, il faut mettre cette phrase dans un contexte. Et pour moi, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est presque impossible, sur le plan méthodologique, de construire un objet de recherche, sinon dans un contexte qui nous permet de comprendre la spécificité d'un phénomène par rapport aux autres. Donc, c'est la fin des histoires nationales dans son sens. Au contraire, on pourrait dire qu'on a besoin, plus encore, de travailler au niveau des particularismes, du local, du national, dans certains moments. Et donc, je crois qu'on a plutôt d'une histoire constitutionnelle et aussi une histoire du droit qui met au centre les thèmes des connexions. Il y a ce livre que je trouve inspirant, Connectography, de cette professeur indien, Parakhanna. Il reflète sur la connectivité en tant que paradigme nouveau de l'organisation globale. Je pense qu'on a besoin d'une histoire du droit plus capable de faire fonctionner cette idée de connexion. Et donc, en partie, on a besoin d'une conscience nouvelle parce que certaines cartes et certains outils de navigation ont changé. C'est ouvrir l'histoire du droit à une approche plus dynamique des réalités, à une histoire transnationale de l'essence que j'ai essayé de dire, qui a la capacité de tracer plutôt des connexions, des liens, des relations, plutôt que de hiérarchie et des emprunts. L'histoire constitutionnelle comparée peut être un des terrains les plus fructueux, ou quand même important, aussi sur les plans méthodologiques, pour expérimenter. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Luigi Laquet pour cette réflexion qui nous mène dans le cadre de l'histoire constitutionnelle dans de véritables questions de méthode, mais qui sont fondamentales pour voir comment concevoir une histoire comparative du droit, qui requiert ce qu'on a souvent fait. Vous avez cité les emprunts qui sont faits, les emprunts textuels. C'est évidemment une part de l'histoire, mais on sait maintenant que ça ne dit pas grand-chose. Vous avez pris l'exemple de la Constitution belge, et effectivement, quand on va voir des ouvrages comme celle d'un excellent historien du droit du XXe siècle, qui était John Gillissen, où on voit, et alors, je marque ça, les étudiants en droit, ils adorent ça parce que c'est précis, c'est facile à mémoriser. Il y a 40% de la Constitution belge qui vient de la charte de 1814, il y a autant de pourcents de la charte de 1830, et ça ils aiment bien, parce que c'est clair, ça c'est mémorisable. Ça, en fait, ça dit très peu.
Ça montre, bon, quel texte on a pu utiliser, ça dit quelque chose sur l'inspiration directe, les emprunts, comme vous dites, de la constituante belge. Mais quand on met ça dans un contexte un peu plus grand, ces sources même, la Constitution néerlandaise de 1815, la Charte de 1814, la Charte de 1830, en comparaison avec, par exemple, les constitutions écrites des pays allemands vers la même époque dans le cas de la Confédération germanique. Tout ça, c'est un tout nouveau paysage constitutionnel, et les véritables emprunts ne sont pas des emprunts textuels dans de nombreux cas, mais sont des emprunts à la formation, la synthèse doctrinale de ce qu'avait été la Constitution non écrite, et donc on ne pouvait pas avoir d'emprunt textuel, de ce qu'était considéré la Constitution anglaise. Beaucoup des institutions, beaucoup du système du parlementarisme est clairement repris là. Et là, donc, on voit très bien qu'il faut des outils d'analyse, c'est un exemple très simple, et de nos jours, ça peut évidemment encore être beaucoup plus compliqué tel qu'on le fait. Alors, effectivement, c'est aussi un très bon exemple où il faut regarder la relation qu'il peut y avoir entre la tradition nationale. Il est impossible, et ça c'est très intéressant pour la culture juridique, parce que je crois que dans le domaine de l'histoire constitutionnelle, on a un champ qui est peut-être plus abordable, plus facile à élargir. À propos d'une question que j'évoquais ce matin, est-ce qu'on peut concevoir une culture juridique qui ne serait pas limitée aux juristes? Est-ce que les non-juristes peuvent participer à une culture juridique? Alors, il est certain que dans certains domaines, ça peut paraître c'est difficile à concevoir. Mais dans l'histoire constitutionnelle, où il y a tellement d'autres acteurs, là, je crois qu'effectivement, c'est un domaine où l'on peut dépasser le cadre simple des juristes. Je donne un petit exemple, je ne vais pas lancer ici une discussion ou quoi, mais quand, il y a quelques années, je devais commencer à donner un cours d'histoire constitutionnelle comparée, enfin ça ne s'appelait pas comme ça, mais ça revenait à ça, c'était au printemps 2005, au moment même où il y avait les débats en France et aux Pays-Bas, où je travaillais, donc où j'étais chaque semaine, sur le projet de constitution européenne. Et ce qui frappait, c'était comment les débats publics, alors là, donc bien au-delà justement des juristes, comment les débats publics dans l'un et l'autre pays, et puis aussi dans d'autres pays, mais là, le contraste était très violent, étaient tout à fait différents. On avait le même texte, on avait le même projet de constitution, mais le débat allait dans des sens tout à fait différents, pour une part en France et aux Pays-Bas. Je crois que c'est lié à des conceptions, à des attentes qui sont très enracinées à la fois dans l'histoire et dans l'actualité politique, dans les opinions publiques, de la représentation de ce qu'on se fait d'une constitution, même si on ne connaît pas le détail, même si on n'a jamais lu la Constitution. Mais il y a des représentations, des conceptions qui sont véritablement très différentes d'une tradition nationale à l'autre. Dans un registre un peu moins académique, moins sérieux, mais plus culturel, j'ai commencé à partir de cette époque-là à m'intéresser à des représentations dans la vie sociale très générale, de comment on présente une constitution vers les non-juristes. Et c'est très remarquable, des choses dont je n'avais jamais cru même à l'existence. J'ai toute une série, j'ai abandonné de faire une collection systématique, j'ai toute une série de bandes dessinées américaines où on représente la Constitution. Alors, très difficile à s'imaginer parfois peut-être en Europe, où on voit donc des bandes dessinées, des aventures en cartoons, en strips, hein, où la Constitution est habillée comme Superman. Hein. C'est donc cette constitution-là, et alors qui intervient dans différentes matières. Donc ce sont vraiment des ouvrages qui sont pour des enfants, etc. Dans le village, deux villages plus loin d'où j'habite en France, en Bourgogne, il y a, quand on va vers l'école primaire, il y a une espèce de grande fresque. Donc tous les enfants de la maternelle, d'ailleurs aussi, de l'école primaire, pendant des années, ils passent par cette fresque. Et cette fresque, c'est quoi?
très intéressant pour un historien du droit. C'est une histoire des grandes déclarations. Donc on a la déclaration de 1789, et puis ça passe par la déclaration universelle des droits de l'homme, et puis ça culmine, il faut s'imaginer, hein, on est enfant en France, dans la France profonde, et ça culmine avec la déclaration des droits des enfants. Et de fait, quand je suis arrivé en France, une des choses qui m'a frappé, c'est comment, à un tout jeune âge, en français, c'est beaucoup moins le cas en Belgique, chez les enfants, on parle de « j'ai le droit de » comme expression. Je pourrais poursuivre comme ça ce genre de représentation, même au niveau des enfants. Je crois que ça a une importance très forte sur les mentalités et sur des approches qui peuvent être très très différentes. Et donc quelque part, à niveau, vous m'excuserez d'avoir un peu dévié sur à ce niveau trivial, mais quelque part, en fait, le travail de déconstruction que vous avez proposé et de reconstruction qui doit être faite après des catégories qui ne sont pas les catégories qu'on retrouve dans les textes des constitutions, eh bien, c'est un peu ce même genre-là de travail qu'il faut faire. Quelles sont en fait les idées qui sont construites, qui sont créées en amont de ces constitutions, je veux dire en amont dans les mentalités publiques, et qui marquent justement ces approches, ces attentes, qui alors donnent lieu à des débats très différents.